Jon Favreau, bienvenue dans Click. C'est la première fois que vous êtes à la télévision française. J'ai fait un calcul. J'ai regardé tout ce que vous avez réalisé, tous les films dans lesquels vous avez joué. Il y a autant de gens qui ont vu vos films qu'il y a d'humains sur Terre. Wow. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est incroyable? Oh, wow. Vous êtes l'un des producteurs, réalisateurs et acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous êtes le super-héros du cinéma. C'est un honneur de vous recevoir dans Click. Et vous êtes très, très rare dans les médias. Comment allez-vous, Jon Favreau? Est-ce que vous êtes normal? Très bien, merci. Oui? Je me sens très bien, merci. La première fois que j'ai entendu parler de vous, vous étiez prêt à tout pour impressionner Monica dans Friends. Ouais, that's right. Oui, c'est vrai. That guy's pretty huge. Don't worry. On vous a ensuite vu dans un couloir avec Batman, mais en 2008, vous allez rejoindre un autre super-héros, Tony Stark, alias Iron Man, dont vous allez réaliser le premier film et donner naissance au MCU. I am Iron Man. La force est avec vous, Jon Favreau, puisque c'est vous qui avez signé la série la plus plébiscitée de l'univers Star Wars, The Mandalorian. Pourquoi est-ce que vous avez réussi? Parce que this is the way. Because you're a legend. Vous êtes une légende, Jon Favreau, et bienvenue dans Click. Merci. Lundi dernier, vous avez reçu votre étoile sur Hollywood Boulevard. Pour l'occasion, l'acteur Robert Downey Jr., à qui vous avez offert le rôle d'Iron Man, vous a rendu hommage. J'aimerais qu'on écoute. His greatest gift is his humanity, and then there's the funny. Just for the funny alone, this man deserves this star. You will never meet a more searingly sophisticated wit. Why? Because he gets the joke. And the joke is often painful. He deeply understands that life is fleeting, and if we're not laughing, we're dying. Ce qui est dingue, Jon Favreau, avec ce que vient de dire Robert Downey Jr., je trouve que ça résume très bien votre place dans Hollywood et dans tout ce système-là. C'est que vous êtes à la tête des machines les plus imposantes du divertissement mondial. Et ce que vous avez toujours mis au milieu, c'est l'amitié, les histoires d'affect, l'humour, la dérision. Est-ce que c'est une arme pour s'en sortir? I don't know. I mean, Écoutez, je ne sais pas. Premièrement, merci énormément. C'est vraiment flatteur de voir tout le travail que vous avez montré, de me dire de si bonnes choses. C'est presque trop, d'ailleurs, parce qu'on ne regarde pas toujours ce qu'on a fait une fois que c'est terminé. Donc, merci de me le présenter de cette manière-là. Ça a eu vraiment un fort impact sur moi. Mais après ce que vous m'avez montré, je dirais que ce qui compte, c'est avant tout les gens, les relations, le cœur, la crainte aussi, et le courage de surmonter cette crainte. Il s'agit aussi de protéger les innocents, et c'est pour ça que vous avez ce petit homme juste devant vous, là. Quand on voit le parcours, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, et à quel point vous avez galéré au début. J'ai vu que vous avez fait plein de métiers, vous avez failli travailler dans la finance, à un moment vous avez voulu être pompier. Comment est-ce que vous avez trouvé votre voie? Et quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui cherche sa voie? J'ai toujours une passion pour le jeu d'acteur, le théâtre. J'aime regarder aussi la science-fiction, j'aime les effets visuels. Moi, je viens de New York, d'un quartier qui s'appelle le Queens. Et je ne connais personne qui n'est pas dans le je ne connais personne qui est dans le show business. Je pensais que c'était même impossible pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de choix qui orientaient ma carrière plus facilement, par exemple les sciences. Mais parallèlement, quand j'avais du temps libre, j'aimerais faire des jeux, j'aimerais regarder des pièces de théâtre, regarder des films. Et c'est que quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai vraiment choisi de vivre pour ma passion. J'ai d'abord déménagé à Chicago, j'ai étudié la comédie. Et ensuite, on m'a fait tourner dans un film. Et puis ensuite, j'ai déménagé vers Los Angeles. Et donc, ce que je dirais aujourd'hui, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire que vous pouvez réussir. Vous pouvez créer votre propre histoire, vous pouvez, avec toutes les technologies disponibles, vous pouvez même faire vos films et les mettre en ligne et voir comment le public réagit. Moi, j'ai commencé par la comédie ou dans les théâtres, mais aujourd'hui, on peut vraiment se montrer au monde entier en ligne. Et en plus, on peut apprendre rapidement, il faut aussi savoir travailler dur, et il faut aussi comprendre le public et comment créer un lien avec le public. Et je crois que nous allons avoir une grande génération à venir de réalisateurs pour tous les outils qui sont disponibles comme jamais auparavant.
Votre nom, c'est Jonathan Collier Favreau. Vous êtes né le 19 octobre 1966 dans le Queens à New York. Madeleine et Charles, vos parents, étaient enseignants. Vous êtes d'origine juive askénaze du côté de votre mère et catholique italienne et canadienne française du côté de votre père. En 1979, quelques jours avant Noël, vous perdez... Votre maman Madeleine est admise à l'hôpital. Vous aviez 12 ans, vous pensez qu'elle avait un ulcère. Elle avait caché sa leucémie à la plupart des gens. Vous dites que votre père vous a pris à part et vous a dit « Mais quelque chose de joli, nous allons à l'hôpital, ta mère va mourir aujourd'hui ou demain ». En quoi ça vous a marqué et en quoi ça vous accompagne toujours? Même encore en vous entendant dire cela aujourd'hui, cela me touche toujours. Et c'est incroyable de voir à quel point je suis heureux aujourd'hui. J'ai 3 enfants. Et je recrée un peu la famille que j'ai perdue quand j'étais jeune. Et aussi, ce qui me rend heureux, c'est que je raconte des histoires qui ont parfois des éléments de tristesse, mais aussi beaucoup d'espoir. Et je sais que les personnes qui aiment mon travail, c'est souvent parce que ça les touche quand ils se sentent mal, quand ils traversent des difficultés. Même mon premier film, Swingers, parle d'une rupture et comment la surmonter grâce à l'espoir. Donc quand je regarde tout le travail que j'ai fait, je vois qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'aspiration, beaucoup d'espoir. Et je crois que ce sont des histoires qui peuvent toucher le monde en y mettant de l'énergie positive. Et je crois que mes expériences, quand j'étais plus jeune, m'ont permis de comprendre et d'apprécier à quel point les histoires peuvent nous aider. C'est parfois une échappatoire. Par exemple, les livres que je lisais à l'époque, c'était The Hobbit, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et ensuite, j'ai vu Star Wars. Et c'était aussi vraiment un cadeau quand j'étais enfant. Ça m'a vraiment aidé. C'est comme ça que je suis devenu qui je suis, et peut-être que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas traversé des moments aussi difficiles. À l'époque, on disait que c'était de la sous-culture ou de la contre-culture, les comics, l'heroic fantasy. Aujourd'hui, c'est devenu le mainstream, c'est devenu la culture dominante. Comment est-ce qu'on a réussi à basculer à cette époque-là? Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement? Est-ce que vous pouvez clarifier qu'est-ce qui était en fait de la contre-culture? Star Wars, les comics, les super-héros, c'était de la sous-culture. Aujourd'hui, c'est devenu dominant. Il n'y a pas un film sans super-héros qui cartonne. Oui, c'est vrai. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, il y avait des petits groupes de personnes qui aimaient la culture geek. Il y avait juste des petits groupes qui traînaient ensemble, mais la plupart des autres jeunes n'étaient pas intéressés par ces choses-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a eu par exemple des conventions, Comic-Cons, où les geeks en fait se réunissent. Et on peut aussi aller en ligne et vraiment faire intégrer cette communauté. Et aussi, ces jeunes, ils ont grandi, ils ont eu leurs propres enfants, ils ont été aussi exposés à cette culture. Et donc, c'est devenu de plus en plus attrayant à un large public. Et puis, les héros, les archétypes qui sont aussi intégrés dans ces histoires sont très attrayants pour de nombreuses personnes. Et en plus, il y a la question des effets visuels, des effets spéciaux qui jouent un grand rôle. Avant, on n'aurait pas pu faire ça il y a 3 ans. On ne pouvait pas faire voler Iron Man. Mais maintenant, grâce à la CGI, à tous les effets spéciaux, on peut faire un costume on peut faire voler les gens dans l'air. Et cela vraiment aussi multiplie encore l'imagination. Donc il y a un peu cette combinaison de la technologie qui permet d'ouvrir un peu ces histoires et le fait aussi qu'elles soient un peu internationales. Parce qu'aux États-Unis, on ne fait pas des films juste pour les États-Unis, on fait des films pour le monde entier. Donc il est important aussi que n'importe qui puisse sentir un lien avec Iron Man, que ce ne soit pas simplement spécifique à une seule culture. Il faut que les symboles donc, soient très attrayants pour tout le monde. Jon Favreau, on va parler d'Iron Man, mais avant, spoiler, Avengers Alert. Dans Avengers Endgame, bouchez-vous les oreilles si vous ne les avez pas vus, Iron Man meurt. Il se sacrifie pour vaincre Thanos et sauver le monde. À la fin du film, vous et tous les Avengers lui rendez hommage. À chaque fois que je vois cette scène, je pleure. Je vais pas la regarder, je vais boucher mes yeux. Et regardez là.
Pourquoi est-ce que cette scène nous touche tellement et qu'est-ce que vous, ça vous fait de la voir? Well, again, I haven't seen this Une fois encore, je ne l'avais pas revu avant la première, en fait, quand le film est sorti. Et je vois tous ces gens qui sont à la fois des personnages, mais aussi des acteurs et des amis. Et lorsque nous avons commencé avec Iron Man, ce n'était pas un grand film. C'est devenu populaire après que nous l'ayons fait. Mais quand nous étions en train de le filmer, c'était beaucoup plus petit que Batman, par exemple, ou Spider-Man. C'était donc plutôt un film petit par rapport à cela. Et personne ne savait aussi qui était Iron Man. Donc ça me fait vraiment penser au parcours que nous avons fait depuis Iron Man jusqu'à Iron Man 2, Hulk, Captain America. Tous ces films, en fait, qui m'ont mené jusqu'à ce point, environ 12 films. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi avec ces personnages. Et pour être honnête, moi, j'étais vraiment préoccupé à ce moment-là. Et donc, les frères Russo, qui ont réalisé ce film, avaient vraiment une vision pour ce film. Et ils savaient comment combiner le chagrin et le triomphe à la fin du film. Mais moi, j'étais vraiment préoccupé que ce personnage était tellement vrai pour les gens, tellement réel, que ça allait être trop déprimant de le voir mourir. Mais c'est bien en fait aussi quand finalement les films n'évitent pas la tragédie, tant qu'ils parviennent toujours à transmettre un sentiment d'espoir et de triomphe. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison de tuer Iron Man? Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, en tant que réalisateur, ça m'aurait effrayé de le faire, mais j'ai quand même vraiment aimé le produit final, ce film, et je suis fier d'y avoir participé. C'est un film incroyable. Là, on parle d'un nouveau Avengers qui arrive. Spoiler Avengers. Alors, on récapitule ce qui va se passer dans le prochain Avengers. Un nouveau méchant qui s'appelle Kang maîtrise les dimensions et le temps. Donc il peut y avoir plein de variants de plein de super-héros et plein d'Avengers. Vous êtes d'accord avec ça? Pour l'instant, moi, je suis un fan et qui regarde les films. Et même si je suis ami avec Kevin et les autres personnes qui font ce film, je ne leur parle pas à ce sujet. Donc, je n'ai pas de connaissances, en fait, que les autres n'ont pas. En tout cas, ils ont vraiment trouvé de très bons acteurs qui permettent de donner de la vie à ces héros bidimensionnels et les transformer en personnages complets. Et donc, ils ont besoin d'un nouveau méchant qui pourra contribuer à unifier toutes les histoires. Et je crois qu'ils ont vraiment trouvé quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et je souhaite vraiment voir ce qui va se passer. En tout cas, nous, on a quelqu'un à vous suggérer. Si, par exemple, il faut un Iron Man d'une autre dimension, on a un Robert Downey Jr. en France. C'est José Garcia. Voilà. Et il peut vraiment faire un Iron Man du multiverse. Voilà. Si jamais Kang a besoin d'un adversaire, il se trouve en France et il fait du rosé, il fait du très bon vin. Oui. Voilà. Greg, un mot. Oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est parce qu'elle vous a cogné dessus dans Iron Man 2 que vous avez fait en sorte que Black Widow n'ait pas de bel enterrement à la fin de Endgame? It's a good question. C'est une bonne question. Donc la question c'est qu'il n'y avait pas de funérailles à la fin parce que Black Widow m'avait frappé, c'est ça? Scarlett Johansson, let me say, is Mais premièrement, en fait, elle est devenue vraiment une très bonne amie à moi. Et en plus, elle s'est vraiment beaucoup entraînée pour le film. Elle a fait toutes les cascades, les sauts, etc. Elle a vraiment pris son rôle au sérieux dès le début. Et je crois que son personnage est devenu vraiment emblématique. Et quand aussi ce que vous venez de montrer à l'écran, ça m'a vraiment ramené beaucoup de souvenirs de ce travail-là avec elle. Il y a un film qui est très cher à votre cœur, dont j'aimerais qu'on parle avec Pauline, c'est The Chef. Moi, c'est aussi mon préféré. Et je me demande si c'est pas aussi votre préféré, c'est Chef, effectivement. C'est l'histoire d'un chef de renom qui travaille dans un grand restaurant à Los Angeles et qui un jour reçoit une très très mauvaise critique. Elle est injuste, bien sûr, parce que lui a essayé de faire autre chose. Et la réaction du chef, Karl Casper, moi je l'adore, je voudrais qu'on la regarde ensemble. And you don't do anything. What do? You sit and you eat and you vomit those words back to make people laugh. You know how hard I work for this shit? Do you know how my whole staff works?
What sacrifices I make you happy, and then you just smugly just fucking shit on my shit? Et alors, vous l'avez souvent dit, Jon Favreau, il y a un parallèle pour vous entre le cinéma et la cuisine. Et quand on voit ce grand chef comme ça s'énerver, je me suis dit peut-être que c'est un peu ce qu'il ressent aussi, lui, en tant que grand acteur de blockbuster, en tant que... De temps en temps, cette petite révolte, elle fait du bien. Est-ce que vous avez eu envie, en tant que grand acteur, justement, de faire un film indépendant comme ce chef choisit, lui, d'avoir son petit food truck? Est-ce que c'est un acte de révolte, ça? I see the... There are parallels. Oui, il y a des parallèles, en effet. Mais si vous regardez vraiment l'histoire du film et cette scène, vous voyez que le chef, en fait, il a tort. Parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire avec une telle énergie négative. Ce qu'il faut faire, c'est se remettre en question, se demander si on reste fidèle à soi-même ou si on fait quelque chose en quoi on ne croit plus. Et si on croit toujours en ce qu'on fait, on ne s'énerve pas. Mais quand quelqu'un n'aime pas ce que je fais et que moi je n'aime pas non plus, c'est là en fait que je trouve les choses difficiles. Et donc là, c'est l'histoire de quelqu'un qui faisait quelque chose qu'il n'aimait plus. Il faisait quelque chose qu'il pensait peut-être aller rendre les gens heureux, et ce qui l'intéressait, de savoir ce que les autres pensaient de lui. Mais finalement, quand il change et qu'il va faire des sandwichs dans un food truck et que plus personne ne le connaît, c'est là qu'il se rend compte qu'il a fait le bon choix. Il rend les gens heureux et il est reconnecté avec cette passion de la cuisine qu'il avait initialement. Et de ce point de vue-là, oui, je suis vraiment d'accord avec ce message général, c'est vraiment moi. Et c'est aussi le film qui m'a fait passer à une autre étape dans ma carrière. C'est après aussi que j'ai commencé à travailler sur Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle ou encore Star Wars. En tout cas, quelque chose a changé en moi quand j'ai fait ce film. Je me suis dit que ce n'est pas qu'avant je faisais du travail que je ne voulais pas faire, mais maintenant je me disais, si tout le travail que je vais faire, ce sera avec des gens qui respectent ma vision. Je ne veux plus faire de compromis. Et si j'échoue ou si je réussis, c'est parce que moi j'ai échoué ou j'ai réussi. Je ferai mes propres erreurs et non pas les erreurs d'avoir écouté quelqu'un qui me disait quoi faire. Et donc depuis, même si j'ai fait des grands films, je pense vraiment que j'ai eu une bonne relation créative avec les gens avec lesquels j'ai travaillé sur ce film. Et ce film m'a apporté beaucoup de joie dans la vie. Et même si c'est difficile, je n'ai jamais l'impression d'avoir fait des compromis. Maintenant, si je travaille sur quelque chose, c'est toujours parce que je veux vraiment le faire. Et je suis toujours très fier de ce que je produis, même si tout le monde ne l'aime pas toujours. Et finalement, ça ne me dérange pas parce que moi, je l'aime. Et les gens que je respecte aiment aussi ce que je fais généralement. Mais il y a quand même une moitié de mes films que des gens n'aiment pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé que les gens n'aiment pas, et cela fait partie de votre parcours. On n'a pas toujours de la chance, on n'a pas toujours raison, des fois on se trompe, et je pense qu'il faut apprendre de ces échecs, et il faut s'en servir ensuite pour s'inspirer et s'améliorer, et ensuite donner l'exemple aux personnes avec qui vous travaillez. Mais on ne peut pas contrôler par contre le goût des gens, s'ils aimeront ou pas votre travail, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, et il faut respecter que tout le monde soit différent. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir eu l'opportunité de faire ce travail que j'adore et de pouvoir le travailler avec tout le monde, avec vous, et qu'il y ait aussi des gens qui apprécient ce que je fais. Cela renforce encore ma gratitude pour ce que je ressens vis-à-vis de mon travail. Jon Favreau, dans la précédente saison de Mandalorian, il s'est passé ça. Are you a Jedi? I am. Là, on a tous les frissons. Expliquez-moi, vous, réalisateur, de faire revenir Luke Skywalker, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Premièrement, j'ai un grand sens de responsabilité parce que j'ai grandi avec lui. Donc c'est comme si vous avez une belle maison dans laquelle vous avez grandi, qui était conçue par un super bon architecte. Et en fait, vous élargissez cette maison. Eh bien, vous voulez aussi rendre hommage à ce qui a déjà été construit. Et donc, quand cette scène est apparue, j'avais peur que les gens, en fait, la rejettent
que ça les sorte de l'histoire en quelque sorte. Mais en fait, j'ai parlé à mon partenaire Dave Filoni et nous étions d'accord que s'il devait s'entraîner avec un Jedi, il y a un seul Jedi qui pourrait remplir ce rôle et ce serait Luke Skywalker. Et donc on a demandé à Mark Hamill en fait ce qu'il en pensait et il nous a soutenus et on a développé une nouvelle technologie pour le rajeunir. Mais finalement, toute la technologie doit disparaître et vous devez ressentir quelque chose. C'est ça qui compte. Et moi, en tant que père, qui ai déjà vu mon plus grand fils se rendre à l'université, alors que je me rappelle quand il était encore tout petit et qu'il prenait le bus pour la première fois pour aller à l'école, et je me rappelle donc de ce que j'ai ressenti, eh bien je pense que c'est ce que les gens ont ressenti lorsqu'ils ont vu Luke. Mais ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance, mais ça reste triste. Est-ce que Luke reviendra? Est-ce que Luke reviendra? Oui, il est aussi dans le livre de Boba Fett. Nous avons d'ailleurs sorti des scènes dans cette saison où il forme Baby Yoda. Grogu. Et nous savons que Groga veut vraiment connaître encore plus son père que d'être un Jedi. Et là, je donne un spoiler. Ils se réunissent après avoir été séparés dans le livre. Et aussi dans la saison 3 du Mandalorian, nous allons les voir ensemble une fois que Grogu aura fini sa formation. Et donc, il n'est plus un bébé vulnérable. Il a des compétences Jedi qu'il a appris du plus grand Jedi qui soit. Quelle a été pour vous la réunion la plus prise de tête en pensant à l'écriture de la saison 3? Vous avez dit, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on le fait pas? En spoilant, allez. L'une des questions, c'est de savoir ce que moi, je veux voir. Donc nous nous sommes réunis, lorsque nous avons des idées, nous en parlons et nous voyons quelle est la réaction des uns et des autres. Parce que comme c'est secret, il n'y a que nous-mêmes, il n'y a que notre petite équipe. Et les personnes que je connais aussi sont des narrateurs vraiment avérés. Ils ont des compétences et ils ont la passion nécessaire. Et donc il faut trouver ce qui nous permet d'avancer. Mais il y a des choses que nous avons mises dans les 2 premières saisons et aussi dans le livre de Boba Fett. Et nous savions qu'il était temps en fait de vraiment unifier tous ces bouts d'histoire et répondre aussi aux questions que les spectateurs auraient en regardant les séries et voir aussi comment tout se résout progressivement. Cette personne avec moi qui est Bébé Yoda et cette personne qui est fan de Bébé Yoda et des jouets Star Wars, Greg. Oui, tout à fait. Alors moi déjà, au nom des fans de Star Wars, j'aimerais remercier Jon Favreau, qui est l'homme qui a réussi à réconcilier les fans de Star Wars, tous les fans de Star Wars, avec Star Wars, parce que tous les fans de Star Wars ont toujours quelque chose à dire. Les préquels, c'est bête, les sequels, Rey, elle est trop forte, et puis c'est pas lui qu'on veut voir. Il y a trop de blabla, il n'y a pas assez de blabla, trop d'action. Et le Mandalorian arrive, en 2019, tu l'as dit, et ça met tout le monde d'accord. Et ça, c'est vraiment un talent incroyable que vous avez. C'est que l'immense majorité des fans de Star Wars s'étripent sur les réseaux sociaux et sur le Mandalorian. Tout le monde trouve ça génial. Comment vous faites? Eh bien, je crois que déjà, en partie, nous respectons tous les fans. Et chaque génération a son Star Wars préféré. Je me rappelle quand même, quand j'étais au lycée, il y avait des gens qui n'aimaient pas le Retour du Jedi, qui n'était pas aussi bon que le premier épisode, par exemple. Et je crois que ce qui a vraiment tout changé aujourd'hui, c'est Internet. Car dès que l'on est en désaccord, et ben, tout devient vite public. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de désaccords qu'il y en a vraiment. Et donc nous avons décidé en fait de réunir les fans ensemble, que vous ayez grandi avec les préquels, ou alors si vous aimez la trilogie initiale d'abord, si vous préférez les derniers épisodes, ou si vous avez vu le dessin animé, ou les films à la télévision, ou alors les suites, quoi que ce soit, nous allons faire attention à vos goûts et nous allons nous assurer qu'il y a de la place pour tous les fans et peut-être réussir à unifier tout ça d'une certaine manière, de manière à vraiment unifier l'histoire à l'avenir. Mais en tout cas, je crois que vous avez dit quelque chose de très bien, de très gentil. C'est le plus grand compliment que vous m'ayez fait. Je déteste voir que les fans se battent. Il y a déjà beaucoup de désaccords, en ce moment beaucoup de divisions.
On voit ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux, les informations sur le câble, etc. On a l'impression que tout le monde essaye de nous séparer. C'est comme ça aussi qu'on a des clics, hein? Pas clics votre émission, mais les clics sur l'Internet. Et cela nous laisse penser que nous sommes en fait plus divisés que nous le sommes réellement. Et en fait, vous voyez qu'il y a des fans de Star Wars qui s'entendent tous très bien. Ils font la fête ensemble, ils prennent des photos ensemble, quel que soit leur déguisement, qu'ils soient déguisés en Dark Vader ou en Yoda ou quoi que ce soit. Et je crois que si on peut capturer ça aussi dans notre show, c'est super. Le Mandalorian est joué par Pedro Pascal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette photo où il est avec un oreiller? J'aimerais bien comprendre ce que vous lui avez fait faire à ce moment-là. C'est une photo où il est en studio et il fait comme s'il jouait voilà, cette photo-là. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Miskin? Je crois qu'il criait avant de jouer, en fait, parce qu'il voulait avoir une voix comme ça, rauque. Donc je crois qu'il entraînait sa voix pour la rendre un peu plus rauque. Vous parlez des détails pour les fans. Il y a même des détails qui vont jusqu'à un homme qui se balade avec une sorbetière qui est devenue une vraie légende. Regardez, on en parle juste après. This is based on Will Rowe Hood's famous ice cream maker. There it is. Because there's a bunch of people at Celebration that dress up as a character that they've named Will Rowe Hood. I think it is. I don't know where the name comes from. Continue. So, and it's just somebody who's running in the background at Cloud City as everything's going crazy, running with a prop that clearly he was a deep background character. So it's just an off-the-shelf ice cream maker. And this thing has become such a focus of the fans that they have people who dress up and find that ice cream maker. It's a highlight of Star Wars Celebration that they have the running, what's it called? It's the running of the Will Rowe Hoods. With everybody dressed as stormtroopers, dressed as Mandalorians, dressed as rebels, dressed as... And then you have a bunch of orange jumpsuits. Running with ice cream makers through the celebration. And everybody goes berserk. They love it. C'est Jon Favreau, l'un des plus grands réalisateurs au monde, qui est sur ce plateau. Quand on pense à ce sens du détail et au cinéma, un autre réalisateur qui a le sens du détail mieux que personne, c'est David Fincher. David Fincher va recevoir un César d'honneur vendredi en France. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser à David Fincher? Parce qu'on va faire un click-X avec lui, comme ça. I only know him casually. Moi, je le connais juste comme ça. Mais j'ai appris beaucoup de son travail. Il est très méticuleux. Je crois que quand on veut être réalisateur, moi, vous savez, je ne suis pas allé à l'école donc de réalisation, donc j'ai appris en regardant ce que les autres font. Et avec Fincher, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir en fait qu'il utilise juste un éventail limité de mouvements de caméra et il vous fait ressentir beaucoup, avec pourtant une manière de faire des films très calme. Il y a parfois des films avec beaucoup de mouvements, des caméras sur des grues, et la caméra est un personnage. Mais chez Fincher, ce n'est pas le cas. Chez Fincher, les mouvements sont lents, sont délibérés. Il veut vraiment contrôler les mouvements. Des fois, il fait 2 mouvements en même temps, et c'est tout. Donc il est très discipliné, il s'auto-limite de cette manière-là. Et il a aussi une vision très solide de son film avant de le faire. Et donc il y a une interprétation très spécifique de ce qu'il y a dans ce qui se passe dans son cerveau, ce qui est vraiment très différent de la manière dont je travaille. Moi, j'aime que les gens discutent entre eux, qu'ils changent leur dialogue. Je viens de la comédie, j'étais aussi acteur, donc je veux saisir ces moments qui sont un peu plus chaotiques. Mais quand je vois quelqu'un comme David Fincher, je vois aussi qu'il y a des personnes qui ont énormément de compétences et de discipline et qui travaillent vraiment avec leurs acteurs ou leur équipe pour créer une vision très convaincante de ce qu'ils veulent réaliser.